D'accord, il est 20 heures. Nous sommes à Joinville le 29 août 2026. Au programme du jour, la production de surplus, l'abondance et la subordination diplomatique. De quoi s'agit-il? La production de surplus peut constituer une forme de subordination. Notre système diplomatique peut être fragilisé par la surproduction. Le sujet est parfois complexe, mais je vais l'expliquer progressivement. La surproduction, c'est le surplus de soja, d'acier et de fer, de maïs, d'agriculture, d'exploitation minière, de pétrole. Qu'est-ce que le surplus? On produit plus que ce dont notre pays ou l'Amérique latine a besoin. C'est de la surproduction. Que se passe-t-il lorsqu'on a un excédent de soja? On produit beaucoup pour exporter, mais le prix de ce soja à l'exportation est fixé par le marché extérieur ou par un pays qui peut imposer des surtaxes. Et là, tout se complique. La surproduction crée donc une dépendance, elle nuit à notre diplomatie, en plus de causer des dommages internes. Nous allons explorer ce sujet aujourd'hui afin de vous faire prendre conscience, ainsi que de la mienne, que la surproduction est une production destinée au monde extérieur. Et vous ne vous intéressez pas à la vie intérieure, ni à celle du biome, ni à celle des habitants de la région où la surproduction a lieu. Pourquoi? Parce que la surproduction entraîne une diminution des forêts et une diminution de la biodiversité. Moins de cigales, moins d'abeilles, moins d'eau potable. C'est consternant. La surproduction pollue les rivières, provoque la déforestation et ne garantit pas la durabilité des écosystèmes où elle est implantée. Ah, mais le Brésil en a profité. C'est précisément ce que nous allons examiner aujourd'hui. Profiter de quoi? Qui en a profité? Qui a gagné? Qui respire mieux après ces excès? Dans cette région où les ressources ont été exploitées, extraites, dans quel biome en a bénéficié? Qui, parmi les habitants de cette région, respire un air plus pur, bénéficie d'une eau plus pure, d'un climat plus clément? Vous comprenez? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'Amérique latine a un problème majeur. Elle a commencé par produire toujours plus d'excédents et elle a développé cette dépendance financière vis-à-vis des autres pays qui acceptent ces excédents ou qui les commercialisent. Si c'était un processus au sein de notre PIB, le PIB augmenterait, car ce dont nous avons besoin, ce n'est pas du PIB actuel, mais d'un PIB synonyme de bien-être, d'épanouissement personnel et de sentiment d'appartenance pour la population. Dans quelle mesure la population ressent-elle un sentiment d'appartenance à ce pays? Un pays qui produit des excès et cet argent excédentaire quitte le pays. Il ne reste pas dans le pays. Un État profondément irresponsable. Les gouvernements de gauche et de droite se succèdent et la production excessive continue de faire tourner le pays. Et d'une certaine manière, elle le fait tourner, compromettant le pays lui-même, compromettant les forêts. Les biomes mettent en péril les populations du pays et de toute l'Amérique latine. Nous n'allons pas nous concentrer uniquement sur le Brésil. Nous allons considérer toute l'Amérique latine. Nous allons considérer notre foyer tout entier. Je l'appelle même le continent latino-américain. Bien sûr, ce continent est américain, mais je me concentre davantage sur l'Amérique latine, car la manière latino-américaine d'appréhender les choses est notre manière d'agir, notre flexibilité, notre relation avec les autres, notre esprit de solidarité, notre esprit Givasa. Voilà l'idée, l'Amérique latine. Allons-y. Je commence par vous, l'indépendance des pouvoirs. Tout le monde le sait déjà. Nous avons besoin de pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires indépendants. L'un ne peut pas lier l'autre. De toute évidence, au Brésil, nous sommes au bord de l'infiltration du crime organisé. J'appelle crime organisé ce qui est légalisé, contrairement à ce que tout le monde dit. Au Brésil, notre Parlement est une forme de crime organisé. Pourquoi? Parce qu'il élabore des lois et des règlements pour s'emparer des fonds publics de l'État et tenter de les mettre en œuvre.
Pour mettre en œuvre ces lois, le corps législatif doit élaborer des règles et des règlements. Mais comment les mettre en œuvre? En les mettant en œuvre par le biais d'un budget secret. Oups, un budget secret qui fuit de tous côtés, de manière étrange, et qui ne rend pas compte des personnes payées ni de la provenance des fonds. Vous avez remarqué, on parle de surproduction, mais nous avons aussi un pouvoir excessif au sein du corps législatif, un pouvoir exécutif excessif. Attendez, le corps législatif n'est pas censé faire le travail du pouvoir exécutif. Mais même ainsi, au sein des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, nous devrions avoir une indépendance des pouvoirs. Pourquoi l'indépendance des pouvoirs est-elle si importante? Pourquoi est-il bon qu'elle le soit? Parce qu'elle constitue un système de contre-pouvoir. Chaque pouvoir en freine un autre pour éviter un cercle vicieux et un blocage. Et nous perdons alors. La démocratie nous échappe. L'indépendance des pouvoirs est donc primordiale. Elle existe au sein même des pouvoirs de la République, exécutif, législatif et judiciaire. Cependant, d'autres structures de pouvoir doivent également être indépendantes et ne doivent pas être liées entre elles afin d'éviter tout risque de rétroaction positive. Ces domaines incluent la science, la politique, la religion, les marchés financiers, les médias et les plateformes numériques. Si une plateforme numérique promeut une information grâce à d'importants financements provenant des marchés financiers et du système religieux, la religiosité finit par cautionner moralement cette structure, créant ainsi un cercle vertueux entre les pouvoirs en place et la population. Beaucoup le disent, mais la population ne sait pas voter. Elle commet de nombreuses erreurs. Elle est prise en otage car si les médias sont contrôlés par ceux qui contrôlent déjà le marché financier, elle est livrée à elle-même. Elle recevra l'information et les moyens de communication via les réseaux numériques et le flux même de l'information, télévision, journaux, proviennent du secteur financier. Des institutions financières comme Rede Globo, une autre chaîne de télévision, Estado de São Paulo, des journaux, ces médias peuvent générer d'importants profits grâce aux hommes d'affaires qui les produisent. L'abondance engendre la surproduction. Des hommes d'affaires arrivent et la financent, affirmant « l'agro-industrie est populaire, on en voit partout. Cette agro-industrie est de première qualité, elle fait ceci et cela. » Et cet excès, cette surproduction finance les médias. S'ils financent les médias, ils deviennent importants. Tout le monde commence à penser que l'agro-industrie est bonne pour le Brésil, bonne pour l'Amérique latine. L'agro-industrie est nécessaire tant qu'elle produit ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. La surproduction devient un atout majeur dans les négociations sociales et internationales. Par exemple, Trump a défini comment imposer des taxes supplémentaires, toujours plus de taxes, sur notre production. Et cette production était excédentaire. Que se passerait-il si tous les pays ne produisaient pas en excès? S'ils produisaient pour leur propre consommation intérieure, pour le continent américain ou l'Amérique latine, par exemple, que se passerait-il alors? Notre production ne serait-elle pas davantage encadrée? Nous augmenterions la valeur ajoutée de notre production pour l'exportation. Et si certains pays imposaient des taxes, ils ne la consommeraient tout simplement pas. D'accord, Jackson, mais ça se complique. Et comment l'argent va-t-il circuler? Regarde comme c'est important. L'argent doit circuler. Il y avait un gouverneur, je crois que c'était du Paraná. Il a dit, écoutez, il y a eu une récolte record au Paraná et tout l'argent est parti. Il n'est plus au Brésil. Attendez, pourquoi cette surproduction? Si l'argent de la surproduction disparaît, pourquoi surproduire? Que deviennent ces excédents? Et quand ça ne se vend pas, le gouvernement intervient. Se pourrait-il qu'il y ait déjà un cercle vicieux lié à la surproduction, avec les grands patrons, les puissants responsables de ces excès au sein même du gouvernement, avec des exonérations fiscales, des droits de douane et des taux d'intérêt extrêmement bas. Une augmentation de 3% par an
Une incitation considérable crée des excédents. Lorsque la production chute, cela profite aux grands producteurs qui s'offrent des avions de luxe et blanchissent de l'argent, le faisant ainsi sortir du pays. Que se passe-t-il? Il faut que l'argent circule. Oui, nous sommes d'accord là-dessus. Il faut que l'argent circule. Et nous avons besoin d'un État brésilien responsable, qui ne soit pas obsédé par la surproduction. Les excédents sont acceptables, mais il ne faut pas pour autant se soumettre diplomatiquement à cette surabondance de biens, à cette profusion de subordination. Vous avez un surplus de soja et vous êtes désormais dépendant des cours internationaux, voire du prix du pétrole, quel qu'il soit. Nous devons maîtriser la production et garantir notre propre intérêt. Je parle ici au nom de l'Amérique latine. Je souhaite rassembler tous les pays d'Amérique latine et œuvrer ensemble pour la défense des intérêts de l'Amérique latine. Pendant la pandémie de Covid, il y a eu une pénurie de pays, de masques et de nombreux autres produits. Pourquoi ? Parce que cette production est assurée par le pays producteur et la Chine. Avons-nous perdu notre souveraineté, car nous voilà contraints de faire la queue pour acheter ce dont nous avons un besoin urgent? Il y a donc des choses que le pays devra produire qui ne sont pas superflues, mais relèvent de sa souveraineté. Voilà l'idée. Or, notre conception de la surproduction a été fortement pervertie, car ceux qui surproduisent achètent les moyens de communication s'ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires des médias. Mais aussi, ceux qui surproduisent financent les structures politiques pour placer des députés, des sénateurs et des gouverneurs et modifient les lois et même multiplient leurs activités secrètes, des lois qui permettent et facilitent, entre autres, le blanchiment d'argent. Non, PIX ne peut pas avoir lieu. Non, TREX ne peut pas avoir lieu. Blanchiment d'argent à l'étranger de la production de surplus. Nous sommes donc dans un pays où nous pouvons inverser un peu la tendance et améliorer la situation. Mais comment allons-nous générer des revenus si nous n'avons pas ces surplus? Premièrement, la production. Le problème de la production ne réside pas dans la production de surplus en elle-même. C'est la production qui perturbe notre métabolisme interne. Vous comprenez? On peut produire beaucoup de choses, mais lorsque l'on produit une telle quantité de sel, de soja, de blé ou même de minerais, l'exploitation de ce minerai et de toute cette région autrefois forestière, cette forêt qui purifiait l'air, cette forêt qui fournissait de l'eau, cette forêt abritait une biodiversité extraordinaire. Elle a été déboisée, détruite. Alors, l'eau qu'elle fournissait, le carbone qu'elle stockait, l'air qu'elle purifiait, cette productivité a-t-elle une valeur nulle? La productivité de la forêt intacte a-t-elle une valeur nulle? Elle ne vaut pas zéro, mais l'État est irresponsable. Pourquoi se sentirait-il responsable? Celui qui déboise et prétend produire un surplus a besoin de l'État, de son intervention pour tenter de le vendre. Et lorsqu'il le vend, l'argent quitte-t-il le pays, généralement, ou bien arrive-t-il sous forme de vols intérieurs? Dans de grands appartements par endroits, cet argent ne profite-t-il pas aux populations touchées par la surproduction? Nous avons un problème. La forêt existait autrefois dans cette région. Aujourd'hui, elle est devenue un vaste désert vert baigné de soleil. Oh, comme c'est beau! Oh, le progrès! Bon, il faut aussi prendre en compte la quantité d'eau non produite, la quantité de carbone non absorbé, la quantité d'air non filtré. Et plus encore, que se passerait-il si cet endroit avait conservé sa forêt primaire, la forêt originelle, la quantité d'eau produite, la quantité d'air filtré, la quantité de carbone absorbé? La forêt devrait générer des ressources financières, des crédits et du carbone. Pour qui? Pour ceux qui vivent en forêt, pour le bien du biome lui-même, et non pour que cet argent s'envole en Suisse ou ailleurs, parce que le grand propriétaire terrien de la moitié du Brésil s'accapare l'argent et les crédits. Non, soit vous vivez sur ces terres, soit vous n'aurez pas accès à ces crédits, à cet argent. Et cet argent est généré grâce à la position de Martha, démocratique. Toute l'Amérique latine, des biomes préservés, plus d'eau, plus d'air pur, des rivières plus saines et poissonneuses,
Plus d'abeilles, plus de cigales, plus d'animaux, plus de biodiversité, plus de vie pour le biome. Et sans tous ces discours creux qui prétendent que tout est question d'argent, de progrès, de déforestation, de pollution, et toujours plus de déforestation et de pollution. Nous avons les moyens de changer cela, mais il faut que l'argent circule. De toute évidence, notre économie est coloniale. Notre économie, chaque gouvernement ou parti politique, lorsqu'il arrive au pouvoir, choisit quelqu'un. À Faria Lima, on nous dit « Maintenant, vous allez gérer l'économie financière ». C'est comme mettre un renard dans le poulailler. Ils n'ont aucune notion de bien social ou humain. On va créer de la monnaie et la faire circuler, mais cette création repose toujours sur la dette. Ce n'est pas un système de crédit sans débit. À quoi ressemblerait une monnaie numérique de banque centrale pour les particuliers? C'est un processus normal que tout État peut réaliser. Oui, mais l'État contrôlé refuse de le faire parce qu'il est polarisé, parce que l'État contrôlé pour payer 1000 milliards d'intérêts annuels, pourquoi doit-il payer? Parce qu'il est pris en otage, ou plutôt pris en otage par les producteurs de surconsommation. Il s'empare du pouvoir d'État de telle manière. Il s'en empare par le biais des plus hautes fonctions publiques, par l'intermédiaire de ses sénateurs, ministres et représentants. Il s'empare du pouvoir d'État. L'État est alors paralysé, indépendamment de la surproduction qui serait inutile si la forêt sur pied générait des revenus et si ces revenus profitaient aux êtres vivants de cette région. Les villages, l'argent qui retourne dans ces communautés, créant de la valeur, permettant à chacune d'avoir son propre monde, sa propre diversité, sa propre façon d'être et de vivre dans cet environnement, et la productivité de la forêt sur pied. Vous voyez ce que je veux dire? La productivité de la forêt sur pied, air filtré, eau propre, biodiversité, séquestration du carbone, voilà ce que c'est que la productivité. Alors, quelqu'un qui est allé là-bas et a déboisé pour planter du soja ou qui a déboisé juste pour augmenter la valeur de la propriété et pouvoir la vendre plus cher ou qui a déboisé parce qu'un grand patron déboise là, brûle là, puis vous vendez à un tel la revend 5 ou 6 fois et puis le grand patron arrive et on va lâcher du bétail, on va planter du bétail pour éviter une surproductivité, et cette surproductivité émane de personnes très fortunées, qui a élu le maire, qui a élu les conseillers municipaux. On observe un cercle vicieux qui mine la démocratie. Celui qui élit le pouvoir exécutif d'une région, ce pouvoir exerce une influence considérable sur la gestion des affaires de ces régions. Les maires et les conseillers municipaux ont le pouvoir législatif d'adopter des lois et des règlements afin que celui qui se livre à une surproductivité ne puisse pas nuire à la rivière et même dans ce cas, les impôts sont réduits. Il s'agit d'un État irresponsable où les structures sont déjà interconnectées. Par exemple, si le marché financier est lié aux politiques, la science et la religion se retrouvent intimement mêlées. Prenons l'exemple des élections précédentes. La polarisation religieuse a conduit à des appels à voter pour ce candidat. Or, on constate que le marché financier, voire Faria Lima elle-même, soutenait ce candidat déjà plébiscité par le secteur religieux. Ainsi, Faria Lima utilise les réseaux sociaux pour mener à bien cette stratégie. La communication a du pouvoir, qu'ils l'utilisent et s'en servent pour leur campagne. Inutile de parler des projets du candidat, il suffit de dénigrer l'autre, encore et voilà, ils se donnent un air utopique, ils imposent leur vision des choses. Et puis on voit des candidats qui n'ont rien, aucun plan. Ils n'ont que du cran, que de la haine, des mensonges. Et tout cela n'est qu'une question d'agenda politique.
Pourquoi tout cela n'est-il qu'une question d'agenda politique? Parce que c'est un candidat qui veut imposer la déforestation, qui veut déboiser, qui pense que le progrès, c'est la déforestation. Ce progrès, vous savez, est polluant. C'est comme ça. C'est comme ça que le progrès est. Ce n'est pas le cas. C'est tout simplement un État détourné. Et nous avons commencé à améliorer ces choses pacifiquement, grâce à votre réflexion et à la mienne. Mais, Jackson, expliquez-nous mieux comment cette histoire d'argent qui circule et l'État, le pouvoir exécutif, créent du crédit sans débit. Ainsi, selon le fonctionnement même du marché financier et des médias, l'État doit se comporter comme une ménagère. Un mal de dos est une dépense. Voici donc les crédits à la mode, l'argent qui entre, l'argent qui sort. L'État peut également émettre des monnaies numériques de banque centrale MNBC de détail. J'utilise ce terme car les MNBC de détail permettent à l'État de créer de la monnaie sans débit. C'est du crédit sans débit, c'est normal, cela fait partie du pouvoir de l'État. Mais les producteurs de surconsommation ne le permettront pas. Ceux qui contrôlent les députés et les sénateurs ne le permettront pas. Les partis ne le permettront pas, qu'ils soient de gauche ou de droite. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent, parce qu'ils veulent maintenir cette politique de division. Ça leur rapporte des voix, ça leur permet de remporter une nouvelle élection, ça leur rapporte des voix. Il ne reste que la tension, et cette tension polarise la population. Faites une recherche sur Internet, par exemple, sur les monnaies numériques de banque centrale MNBC de détail. L'État peut créer du crédit sans débit. Mais attention, si nous supprimons la surconsommation, nous y reviendrons. Nous produisons de la surconsommation pour faire circuler l'argent. Attendez une minute. Et si les forêts pouvaient générer des revenus, cela changerait tout. Et si notre production de soja, essentielle pour le soja, les bananes, le blé, l'agriculture et l'exploitation minière étaient vraiment nécessaires, mais si nous ajoutions à notre exploitation minière, notre agriculture et notre productivité des services, et si nous intégrions une industrialisation propre et verte, augmentant ainsi les prix, et surtout si la forêt générait des revenus. Pour qui? Pour ceux qui vivent en forêt, pour le biome lui-même, pour le bénéfice de sa structure. Le pays deviendrait plus rouge. Amérique latine et Seropulchense, l'intelligence artificielle qui aiderait les populations locales aujourd'hui, l'extraction du fer, on extrait le fer, on paie des impôts, on participe aux plantations, on devrait payer des impôts, mais les réseaux sociaux qui représentent une immense source de revenus ne paient rien parce que le Congrès s'y oppose. Le Congrès est financé par les réseaux sociaux eux-mêmes et empêche toute réglementation de ces plateformes. Et puis certains amis et de bonnes personnes, voyez la liberté d'expression, les réseaux sociaux sont incontrôlables. Ce n'est pas la liberté d'expression, c'est de la monétisation, c'est la destruction de la démocratie, c'est des publicités qui s'en prennent à telle ou telle personne, ou des liens publicitaires qui captent votre attention pour la monétiser. Impossible de s'engager dans une réflexion approfondie, dans une métacognition, car une émotion surgit et avant même qu'elle ne s'apaise, une autre arrive, puis une autre indignation, et encore une autre. Impossible de laisser votre propre indignation s'apaiser. La gorge se serre, l'envie de crier vous prend. Non! Mais vous voyez quelqu'un d'autre sur Internet qui s'emporte contre autre chose. Restez, restez, sentez cette tension monter en vous, cette sensation d'explosion imminente. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux veulent juste votre attention. Et l'État responsable devrait réglementer le réseau social. Oh non, le Congrès est de mèche avec les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas que la liberté d'expression soit réglementée. C'est un mensonge. Il s'agit simplement d'argent qui circule mal, qui alimente les réseaux sociaux, qui finance notre propre législature et qui s'y enracine, qui y gagne en pouvoir. L'argent y va. Il finance ces personnes via les réseaux sociaux et les systèmes commencent à être discutés dans un cercle vicieux
vicieux dans un renforcement positif. Il n'y a plus d'indépendance des pouvoirs. Jackson, vous avez dit cela. En avez-vous la moindre preuve? L'argent des plus riches du Brésil est investi dans les médias. Quelques familles contrôlent toute la communication du pays. Cela crée un cercle vertueux et ce pouvoir sur les médias, combiné à une certaine influence religieuse et à Faria Lima, un important marché financier brésilien, engendre une inertie considérable. De plus, ces familles financent des travaux scientifiques, leur conférant ainsi une crédibilité, tandis que l'État, irresponsable, observe la situation et que ces structures tentent de survivre. Mais comment survivre si les juges, les sénateurs, les députés, le pouvoir exécutif, le président et les ministères vous attaquent tous? Non, la production excédentaire sera désormais taxée et nous serons au milieu d'un pillage. Pourquoi cet argent n'est-il pas généré dans les forêts? Et pourquoi cet argent ne reste-t-il pas dans le pays? Pourquoi ne circule-t-il pas? Pourquoi n'y a-t-il pas de participation citoyenne directe? L'argent ne devrait-il pas aller directement aux citoyens parce que nous devons payer 1 trillion à ceux qui ont pris le contrôle de l'État? 1 trillion par an, nous les payons à ceux qui ont pris le contrôle de l'État. Pour ceux qui sont sous le coup du plan Cruzado, blanchissant de l'argent à tout va, et là vous vous dites « Oh, je suis contre ça ». Quelle absurdité! Du coup, on se retrouve dépouillé. Et un jour, tout le monde s'en rendra compte. Produire en excès, c'est déforester, c'est polluer. Vous comprenez? Et cela rend l'État dépendant de ceux qui veulent acheter cette matière première. Il y a des excédents, il y a trop de viande, de soja, de pétrole. Franchement, s'il y a trop de pétrole, ne l'exploitez pas, gardez-le pour plus tard. Pourquoi extraire? Pourquoi explorer si ce n'est pas nécessaire? Ah oui, pour générer des devises, pour rémunérer les actionnaires, pour payer davantage. Attendez, nous avons des besoins. Le pays doit prospérer. Il a besoin d'éducation, de santé et de développement. Il a toutes les structures qui nécessitent cette aide. Elles en ont besoin. Ce sentiment d'appartenance à la population dans son ensemble, et non pas pour que quelques-uns gagnent, tous ensemble pour que chacun y gagne. Vous comprenez? La surproduction est un moyen de contrôler l'État, les maires et les conseillers, car ceux qui produisent en excès modifieront certaines lois, règles et réglementations pour faciliter la circulation de ces excédents. Ils construiront des ports, des routes, ils auront besoin de plus d'électricité, ils prélèveront de l'eau, ils la pollueront, ils déverseront des eaux polluées dans les rivières, il y aura une pénurie d'eau dans la région où les urgences climatiques s'aggraveront à cause de cela. La surproduction est un problème et il est inutile de défendre l'agriculture ou l'exploitation minière. C'est peine perdue, il faut taxer ces activités, restaurer nos écosystèmes et taxer l'extraction de données. Quand un algorithme exploite mes données, vos données, sans reverser d'argent à l'État, ah, mais j'ai signé la pétition qui m'exempte de payer. Continuez à signer. Le problème, c'est que la mairie, la municipalité doit prendre la parole. Mes citoyens, même si la population signe, les données qu'elle génère doivent profiter à tous. Les données issues de l'exploitation minière doivent être taxées et profiter à la population. Éducation, éducation numérique, amélioration de la société, bien-être de chacun, relations humaines. La population est avide d'argent, mais l'État en a déjà dépensé 1000 milliards. Ceux qui n'en ont pas besoin en sont inondés. L'État ne peut pas créer une monnaie numérique de banque centrale, MNBC, pour les particuliers et rembourser cette dette avec la monnaie numérique de banque centrale? C'est possible. Pourquoi ne le fait-il pas? Parce qu'il est pris en otage. Par qui? Par ceux qui contrôlent aussi la production de biens, Faria Lima et certains mouvements. Les gens s'impliquent et commencent à ressentir une influence positive des médias. Aujourd'hui, les médias instrumentalisent la religion pour légitimer une question morale ou politiser une question très morale.
Ils utilisent la science pour démontrer que tel ou tel point de vue est essentiel, en l'exploitant ici et là et en suscitant un accueil favorable. La population reçoit ces informations, les analyse en fonction des données. Qui sait? La population n'est ni intelligente ni stupide, elle n'est rien de tout cela. Elle examine les données, les évalue et vote en fonction de celles qui lui sont présentées. Mais le contrôle des médias est déjà entre les mains de 5 ou 6 familles. Il est déjà, une fois la question réglée, elle est déjà entre les mains de la famille. Cette famille qui empoche sans aucun doute la part du lion d'un billion d'intérêts ou plus. La diplomatie défend-elle le corps et le territoire ou seulement l'acheteur extérieur? Notre diplomatie ne défend-elle que ceux qui achètent à l'extérieur ou défend-elle aussi le corps et le territoire? Cette réponse déterminera si nous sommes face à une abondance souveraine ou à une surabondance subordonnée. Si notre diplomatie défend le corps et le territoire, c'est une chose. Si elle ne défend que ceux qui achètent, les acheteurs extérieurs de notre productivité, c'est une autre. C'est une perte de souveraineté. Et c'est là tout l'enjeu. Soyez prudents. Chaque fois que vous entendez parler de surproduction, rappelez-vous qu'elle engendre déforestation, mortalité et pollution. Nous devons optimiser la production et le faire au bénéfice des populations locales. D'où vient le soja? D'où vient le minerai? Localement et non en exportant les bénéfices vers la Suisse ou ailleurs. Non, localement. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Méfiez-vous de ces idées reçues selon lesquelles la surproduction serait bénéfique pour le pays et augmenterait le PIB. C'est un mensonge. À la semaine prochaine.